Cette vidéo risque d'être relativement longue parce que je vais vraiment torcher et détorcher le sujet. Donc, tu peux poser ton téléphone quelque part et écouter cette vidéo comme si c'était un podcast. Parce que l'avantage de cette vidéo, c'est que à part voir ma gueule en train de te parler, tu vas pas voir grand-chose. Je vais pas t'exposer de graphiques, visuels ou quoi que ce soit. Ce sera uniquement de l'auditif. Donc, considère cette vidéo comme un podcast et sans plus attendre, c'est parti. Je vois dans mes commentaires que la notion de échec et de ratio idéal entre volume et intensité reste encore un petit peu floue, donc j'ai décidé dans ma vidéo d'aujourd'hui de traiter les questions suivantes. La première étant, est-ce qu'il faut aller à l'échec dans toutes ces séries? La deuxième question que je vais traiter, c'est comment maintenir une intensité optimale au fil des séances, et surtout, comment savoir si mon échec musculaire est productif ou si c'est juste dû à une accumulation de fatigue et si je suis juste en train de défoncer mon système nerveux. Donc premièrement, est-ce qu'il faut aller à l'échec sur toutes ces séries? Et selon les études qui ont été faites à ce sujet-là, il semblerait qu'une série poussée à l'échec par exercice serait suffisante pour stimuler les muscles presque tout aussi efficacement qu'avec deux ou trois séries poussées à l'échec. Maintenant, les deux questions qu'il faut surtout se poser, c'est numéro un, est-ce que je suis capable mentalement de pousser toutes mes séries à l'échec? Et deuxièmement, est-ce que j'arrive suffisamment à récupérer d'une séance à l'autre pour faire mieux à chaque séance? Donc la fameuse surcharge progressive. Parce que c'est ça qui va déterminer l'efficacité de tes entraînements. Si tu n'arrives pas à avoir une surcharge progressive d'une séance à l'autre, ça veut dire que soit tu n'es pas en train de travailler suffisamment intensément, soit au contraire tu travailles trop intensément. Et donc moi ce que j'aurais à donner comme conseil pratique pour cette première question, c'est peut-être commence par aller à l'échec uniquement sur la dernière série de chaque exercice durant les 2 premières semaines de ton nouveau programme, histoire que ton système nerveux puisse s'habituer à cette nouvelle charge de travail et à ces nouveaux mouvements que tu pratiques. Par la suite, tu peux tenter d'augmenter la proportion de séries à l'échec versus séries avec répétition en réserve, de semaine en semaine. Par exemple, pendant les 2 premières semaines, tu vas pousser uniquement la dernière série de chaque exercice jusqu'à l'échec. Ensuite, à la 3e semaine, tu pousses les 2 dernières séries à l'échec. Et peut-être à partir de la 4e ou 5e semaine, tu peux commencer à pousser toutes tes séries à l'échec. Et par la suite, si tu le sens, tu peux même pousser toutes tes séries à l'échec et ensuite à la dernière série, rajouter une technique d'intensification. Par exemple, un drop set ou alors du rest pause, tu vas te reposer 20 secondes une fois que tu auras atteint l'échec et ensuite tu vas continuer le mouvement. Tu peux également faire des techniques du style système 21. Tu fais 7 répétitions sur la fin du mouvement, 7 répétitions sur la deuxième moitié du mouvement et 7 répétitions complètes. Je crois que c'est une méthode développée par, ou en tout cas que Jean-Claude Van Damme avait tendance à promouvoir dans dans ses vidéos de musculation à l'époque. Donc toujours garder en tête cette notion de progression quand tu montes en intensité dans tes programmes. Et surtout, ce qui compte, c'est est-ce que tu arrives à progresser de semaine en semaine. Si oui, continue ce que tu fais, augmente peut-être l'intensité si tu vois que tu supportes bien, et si tu vois que l'intensité devient trop élevée, recule un petit peu, reviens à l'étape précédente, et tu regardes comment ça change, et si au bout d'un moment tu supportes mieux, essaie de remonter, et puis c'est comme ça en fait que tu vas trouver ton équilibre, c'est par tâtonnement. Malheureusement, il n'y a pas de chiffre prédéfini, il n'y a pas de meilleure méthode pour tout le monde, il y a aucune méthode qui est universelle en musculation, ça va vraiment dépendre de chacun, et c'est pour ça qu'il faut tâtonner et y aller progressif. Deuxième question, comment maintenir une intensité optimale au fil de la séance? Pour répondre à cette question, il faut déjà accepter un fait qui est incontestable. La capacité de travail du muscle qui est ciblé durant la séance va baisser au fil de la séance. Et ça, c'est dû à 3 réactions que le muscle va avoir face aux exercices que tu vas lui infliger. La première réaction qui va impacter négativement ta capacité de travail, ça va être l'accumulation de déchets métaboliques dans tes muscles. Ces déchets métaboliques, en fait, ils sont tout simplement dus à la production d'énergie sous forme d'ATP dans tes muscles via la filière anaérobie. Il y en a deux, la filière anaérobie lactique et alactique, dont je vais parler dans les prochains points. Deuxièmement, tes réserves de glycogène musculaire et de créatine phosphate vont se vider, parce que ces deux éléments, donc glycogène musculaire et créatine phosphate, sont utilisés en musculation pour produire de l'ATP, de l'énergie. L'ATP, c'est l'acronyme de adénosine triphosphate, et pour produire de l'ATP, lorsque tu fais de la musculation, tu vas utiliser généralement 2 filières énergétiques principales. Tu as la filière anaérobie lactique, qui va produire en fait de l'acide lactique comme déchet métabolique, et ça, c'est quand tu utilises le glycogène musculaire. Et en général, tu vas utiliser cette filière quand tu fais des fourchettes de répétition spécifiques hypertrophie musculaire, entre guillemets. Ça va être un effort d'une durée entre 1 minute et 2 minutes grand max. Tu ne pourras pas soutenir cet effort plus longtemps que ça. Ce type d'effort va venir puiser les réserves de glycogène musculaire et de sucre pour pouvoir produire de l'ATP sans avoir besoin de passer par l'oxygène. C'est pour ça qu'on appelle ça les filières anaérobies.
anaérobie, sans air en fait, sans oxygène. Et puis à côté de ça, tu as la filière anaérobie alactique, donc qui ne produit pas d'acide lactique, et ça va être via l'utilisation de créatine phosphate. Donc la créatine phosphate, c'est une molécule de créatine accrochée à un phosphate, et pour produire de l'ATP, tu vas avoir de l'adénosine diphosphate qui va s'accrocher à un phosphate. Enfin, plutôt un phosphate qui va s'accrocher à l'adénosine diphosphate, ce qui va créer de l'ATP. Et ensuite, ça va être le détachement d'un phosphate qui va créer une petite explosion comme ça, qui génère de l'énergie. Et donc la molécule de créatine phosphate, bêtement, c'est des réserves de créatine qui vont venir transporter un phosphate vers l'ADP, adénosine diphosphate, et ça va permettre de régénérer ton ATP. Sauf que le problème avec ça, c'est que aussi efficace à produire de l'énergie que puissent être le glycogène et la créatine phosphate, ces deux sources d'énergie sont malheureusement limitées. C'est-à-dire que tu as des réserves, et une fois que tu as fini ces réserves, une fois que tu as puisé dans ces réserves, il n'y en a plus. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vas accumuler de la fatigue, parce que plus tu vas avancer dans ta séance, moins tu auras de réserves de glycogène musculaire et de créatine phosphate, donc moins tu pourras travailler intensément. À l'inverse de la filière énergétique aérobie, qui elle va te permettre de durer pendant des heures, voire peut-être même des jours. Par exemple, quand tu marches, tu pourrais techniquement marcher pendant plus de 24 heures. Je l'ai fait. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir bientôt où j'ai tenté de faire 100 km. Vous verrez dans la vidéo si je réussis ou pas. Enfin bref, là n'est pas la question. Et troisièmement, tu vas avoir ton système nerveux qui va fatiguer. Lorsque ton système nerveux fatigue, le nombre d'unités motrices qu'il est capable d'activer au sein d'un même muscle va diminuer. Imagine-toi le jeu où tu as deux camps comme ça qui tirent une corde. Et au début, tu as peut-être 5 contre 5 qui tirent une corde, sauf qu'au bout d'un moment, t'en as peut-être deux qui vont lâcher, il n'y en aura plus que trois qui vont continuer de tirer. Là, l'activation des unités motrices, c'est à peu près pareil. Au début, tu actives peut-être, je sais pas, je donne un chiffre au bol, ça dépend de chacun. Peut-être que tu actives 60% de tes unités motrices dans ton muscle, durant la première série, durant le premier exercice, et après, tu arriveras à en activer peut-être plus que 50, 40, 30, et ça va diminuer comme ça au fil de ta séance. Et c'est la raison pour laquelle tu serais capable de pousser de moins en moins lourd et de faire des exercices de moins en moins épuisants. Donc pour pallier à ces différents problèmes, ce que tu vas pouvoir faire, c'est de 1, instaurer une hiérarchie des exercices dans tes séances. C'est-à-dire que idéalement, dans tes séances, tu devrais toujours commencer par les exos les plus fatigants et les plus techniques, et ensuite baisser en intensité et en difficulté d'exercice au fur et à mesure de ta séance. Par exemple, si tu fais une séance jambes, tu vas commencer par des squats, ensuite tu vas faire peut-être des fentes alternées, tu vas par la suite faire de la leg press, et puis après tu vas finir par du leg extension, leg curl, des trucs comme ça, un peu plus d'isolation, tu vois. Parce que si tu faisais l'inverse, ça voudrait dire que tu fatiguerais déjà tes muscles avant de travailler sur les exercices les plus intenses, les exercices qui auraient recruté un maximum de fibres musculaires et qui auraient généré un maximum de stimulation. Et donc, au final, tu vas pas en tirer le maximum de bénéfices. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu y vas décrescendo, chaque exercice, tu seras plus ou moins au top de ta forme parce que tu auras une fatigue qui sera accumulée, mais la difficulté des exercices va diminuer au fur et à mesure. Deuxièmement, tu peux faire en sorte de toujours avoir avec toi durant ta séance une gourde avec une boisson isotonique, comme par exemple de l'Isostar ou bien de la maltodextrine avec des électrolytes dedans. Et ça va te permettre, en fait, durant ta séance, de recharger tes réserves en glycogène musculaire, de toujours avoir du sucre disponible pour tes cellules pour produire de l'ATP via la filière anaérobie lactique, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et parallèlement à ça, les électrolytes vont être utiles pour maximiser la capacité de contractilité des muscles, et donc pour pallier au problème numéro 3 qui est la fatigue nerveuse, qui t'empêche de recruter un maximum d'unités motrices. Et finalement, la prise quotidienne de créatine va te permettre de toujours avoir des réserves saturées en créatine phosphate dans tes muscles, ce qui va te permettre d'avoir une plus grande capacité de travail et une plus grande capacité de récupération durant tes séances. Et souvent, on va te dire que la créatine est pertinente principalement lorsque tu fais des exercices de force, par exemple dans des fourchettes qui vont varier de 1 à 6 répétitions. Mais en réalité, la créatine est utilisée par tous les muscles lorsque le muscle se met en mouvement. Admettons, moi là je bouge pas. Au moment où je commence à bouger mon bras, c'est dans un premier temps la créatine phosphate qui crée cette première activation des muscles via la filière anaérobie lactique. Et ensuite, ça sera la bonne filière, la filière la plus adaptée au type d'effort qui va prendre le dessus. Donc en réalité, la créatine est utile pour n'importe quel mouvement, n'importe quelle intensité, parce que c'est elle qui va te permettre de te mettre en mouvement dans un premier temps. Donc l'utilisation de créatine est particulièrement pertinente pour ça, et t'as pas forcément besoin de timer ta prise de créatine selon l'heure de ta séance,
tu peux très bien prendre ta créatine tous les matins, parce qu'en fait, la créatine, elle est juste accumulée dans tes muscles. Peu importe à quelle heure tu vas la prendre, ça va pas changer le niveau d'efficacité de la molécule. Juste, tu prends de la créatine tous les jours. Comme ça va saturer tes muscles et tu pourras beaucoup mieux performer durant tes séances. Et finalement, comment est-ce qu'on peut distinguer un échec musculaire productif d'un échec musculaire qui serait dû à une accumulation de fatigue globale dans l'entièreté du corps? Je vais bien sûr te donner quelques conseils pratiques lorsque j'aurai fini de détailler ce point, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ce point-là spécifiquement, c'est vraiment une question de tâtonnement et c'est une question de comment tu réagis en tant qu'individu aux stimuli que tu vas infliger à ton muscle. Mais il y a certains signes qui ne trompent pas lorsque tu travailles de manière excessivement intense, c'est que en général tu vas avoir une sensation de ne plus être capable de continuer à faire ton mouvement, même si tu ne sens pas ton muscle travailler ou bien brûler, tu vois. C'est comme si tu sens que tu n'arrives pas à continuer, mais tu ressens pas de fatigue spécifiquement dans le muscle que tu es en train de travailler, juste tu as l'impression de plus être capable de faire le mouvement. Là, ça veut dire que tu t'es fatigué nerveusement. Tu peux également parfois ressentir le besoin de dormir un petit peu plus là ou les nuits suivantes, et surtout, tu es incapable de progresser de séance en séance. Et ça, c'est, je pense, le point le plus important, c'est pour ça qu'on est là, on veut progresser de séance en séance, avoir une surcharge progressive, et si tu sens que tu n'es pas capable de faire ça de séance en séance, c'est que tu mets trop d'intensité et que tu pousses ton échec un petit peu trop loin et il faudrait que tu recules un petit peu. Je trouve que il faut toujours moduler l'intensité avant le volume. C'est-à-dire que si tu sens que tu progresses pas assez et que bah, t'es pas assez fatigué, entre guillemets, commence par augmenter l'intensité avant de rajouter des séries ou rajouter des exercices. Maintenant, pour faire la comparaison, quels sont les signes d'un échec productif? En général, tu as une sensation de brûlure dans le muscle qui te pousse à stopper le mouvement parce que tu sens que c'est vraiment le muscle en question qui est incapable de fournir plus d'efforts. Après ça, ça va bien sûr dépendre de la fourchette de répétition. Si tu travailles avec des fourchettes vraiment courtes, là, tu travailles plus en force, donc c'est plus le système nerveux qui va travailler. Donc peut-être que tu sentiras moins cet échec musculaire. Mais si tu travailles vraiment dans des fourchettes d'hypertrophie, entre 6 et 15 répétitions, en général c'est ça la fourchette, là, généralement, tu vas obtenir cette sensation-là de brûlure musculaire qui va te pousser à stopper l'exercice, et là tu sais que tu es sur la bonne voie. Et même tout au long de l'exercice, tu devrais sentir ton muscle qui travaille et qui fatigue de plus en plus au fur et à mesure que tu effectues tes répétitions. Comparé à l'échec qui serait pas productif, qui serait dû à une fatigue globale, qui te donne l'impression que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tu peux plus continuer, mais tu sens pas vraiment un muscle en particulier travailler, juste t'as l'impression que tes mains elles lâchent et puis que t'es pas capable de continuer à faire un mouvement. Et puis surtout, bah, à l'opposé d'un échec qui serait pas productif, là, tu remarques que de semaine en semaine, tu es capable de, à chaque fois, mettre un petit peu plus d'intensité, mettre un petit peu plus de répétition, plus de propreté dans ton mouvement, et d'être capable d'aller pousser un petit peu plus au niveau des charges. Donc si je devais te donner des conseils pratiques spécifiquement pour être sûr d'être dans un échec productif, bah déjà suis tous les conseils que je viens de te donner dans cette vidéo. Ça va déjà te donner un bon point de départ. Avec ça, tu peux également éviter d'aller au-delà de 20 séries par groupe musculaire par semaine. Ça, je le dis assez souvent dans mes vidéos. La fourchette idéale de séries par semaine par groupe musculaire, c'est entre 10 et 20 séries, à condition bien sûr que tu travailles avec une intensité suffisante. Et je sais que dans ma vidéo précédente, quelqu'un avait commenté comme quoi ça lui paraissait très peu comme volume, mais en fait c'est juste qu'on surestime le nombre de séries et le nombre d'exercices qu'on doit faire en musculation pour progresser, parce que les sources qui sont disponibles, les sources populaires, bah, c'est les magazines de musculation, c'est les influenceurs fitness qui sont pour la plupart dopés et qui donc peuvent faire beaucoup plus de volume tout en gardant une intensité productive parce que eux, ils sont dopés. Et quand tu es dopé, bah, tu progresses beaucoup plus facilement, tu récupères beaucoup plus facilement aussi, donc tu peux pousser plus fort et plus longtemps avec plus d'intensité et plus de volume, tu vois. Mais pour un athlète naturel comme toi et moi, bah ça sert à rien de faire au-dessus de 20 séries par groupe musculaire par semaine. Par contre, il faut en faire minimum 10, sinon là tu vas commencer à rentrer dans des fourchettes qui sont beaucoup trop basses pour avoir un stimuli suffisant pour que ton muscle progresse. Sinon, globalement, bah, toujours viser une méthode, on va dire, progressive. Comme j'ai dit dans ma vidéo, l'important c'est de toujours être capable d'aller de l'avant. Si tu as une intensité X et que tu sens que tu pourrais accepter plus d'intensité, tu peux augmenter légèrement de semaine en semaine, mais pas essayer d'aller directement de tout balancer comme ça dès la première semaine. Et puis après, tu vois qu'au bout d'un mois, bah, tu te blesses ou bien tu es fatigué ou tu n'arrives plus à t'entraîner pour X raison, tu as une tendinite ou je ne sais quoi. Vraiment y aller progressif. De toute façon, la musculation,
c'est pas un sprint, tu vois, t'as pas besoin de te préparer, c'est pas comme si tu avais un shooting dans 6 mois, ou peut-être que si, mais du coup ma vidéo elle te conviendra pas, parce que là je te propose des solutions qui sont adaptées pour quelqu'un qui voudrait être musclé sur le long terme, mais en tout cas, ma philosophie de la musculation, c'est que le but c'est pas d'être musclé en 6 mois, le but c'est de se muscler et de rester musclé potentiellement bah, jusqu'à la fin de sa vie, parce que c'est ça en fait qu'on veut, le but c'est de maximiser sa longévité, et c'est de profiter d'un physique musclé, sain, athlétique et puissant le plus longtemps possible. Et dernièrement, plus spécifique à la dernière question, vise un échec musculaire qui soit propre, techniquement parlant. C'est-à-dire que l'échec musculaire, ça ne veut pas dire continuer de faire le mouvement tant que tu es capable de bouger ton muscle dans la trajectoire du mouvement qui est techniquement correcte, tu vois. Ça veut dire que si par exemple tu arrives à l'échec et que tu n'arrives plus à faire le mouvement en entier, admettons, je sais pas, un curl, tu vois, un curl, ça c'est typique, au lieu de faire des curls où tu balances comme ça, ben essaie plutôt d'opter pour des répétitions partielles ou bien, je ne sais pas, pour des négatives par exemple, où tu as quelqu'un qui t'aide juste à remonter et toi tu retiens la descente lentement, mais tu restes quand même dans une trajectoire qui soit techniquement correcte au niveau du mouvement. Parce que sinon, c'est la meilleure recette pour se blesser. Et puis, si tu te blesses, bah après, tu dois arrêter de t'entraîner pendant des semaines, voire des mois. Et ben là, tu vas sûrement pas progresser. Donc, des fois, pour s'assurer de pouvoir progresser, il faut être capable de ralentir un petit peu l'intensité pour éviter d'en faire trop et de se blesser. Les principes et les méthodes proposées dans cette vidéo sont les mêmes que j'applique en coaching avec les personnes que je suis. Donc si tu veux profiter d'une approche plus personnalisée et que tu veux travailler avec moi personnellement parce que tu aimes ma vibe et que tu aimes mon approche de la musculation, n'hésite pas à booker un call avec moi. Tu peux trouver le lien en description. C'est un call qui est 100% offert. Durant ce call, nous pourrons faire un bilan de ta situation et voir quelle serait l'approche la plus adaptée à ta situation et à tes objectifs. Oui, évidemment, mes coachings sont payants, je ne suis pas là pour faire de la charité, mais ce bilan ne t'engage à rien, il est 100% offert, et c'est pas juste un pitch de vente à la con, c'est vraiment, j'essaie de t'apporter un maximum de valeur et un maximum de conseils, et après c'est à toi de voir où est-ce que tu veux que ça mène, mais ça ne t'engage absolument à rien, et tu n'as strictement rien à perdre, à part 1 heure de ta vie si tu vois qu'à la fin je t'ai absolument rien apporté. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Autrement, si cette vidéo t'a plu, like et abonne-toi. Ça ne te coûte rien et pour moi, ça vaut de l'or parce que c'est ce qui me permet de grandir en tant que petit youtubeur. Et en plus de ça, si tu t'abonnes, bah, tu auras droit à des vidéos qualitatives comme celle-ci tous les mercredis. Check ma playlist musculation et en attendant ma prochaine vidéo, moi je te dis à très bientôt.